Bonjour belle âme et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Harmonisons. Aujourd'hui, un super sujet qui a été demandé très fort sur Instagram suite à un sondage et qui est un sujet capital dans le travail que je fais en tant que thérapeute, qui est le sujet du ressourcement. La question du jour est la suivante. Comment se ressourcer soi-même? Pour répondre à cette question, je vais d'abord te définir ce que pour moi ressourcer veut dire. Parce que couramment, être ressourcé, je pense qu'on le qualifie plus comme simplement être bien, ne pas être fatigué, être rayonnant, être plein d'énergie. Mais en fait, on a besoin d'être plus spécifique dans la définition du ressourcement si on veut pouvoir l'atteindre. Pour moi, le ressourcement, c'est dans le mot lui-même, revenir à la source. Revenir à la source, retrouver la source, se remplir de la source. Mais du coup, la source de quoi? Et ça, c'est très intéressant. Et ça va être le sujet de tout ce podcast, puisque l'idée, ça va être de comprendre qu'est-ce qui est la source de l'énergie en toi. Je vais commencer par te parler de toi en tant qu'individu, mais je vais aussi étendre la réflexion au ressourcement interpersonnel. Comment tu fais pour te ressourcer tout en étant en contact avec l'autre? Parce que pour moi, ça rentre dans la catégorie de comment se ressourcer soi-même. Tu as besoin d'être responsable de ton propre ressourcement dans tes choix relationnels. Et enfin, on va aller encore plus loin et on va se questionner sur l'environnement, le milieu. Parce qu'il y a naturellement des milieux qui vont être plus ressourçants pour toi et il va être important de l'identifier pour prendre soin de la source de la vitalité en toi. Donc pour commencer, on va parler de toi en tant qu'individu. Toi, en tant qu'individu, selon ma définition, c'est un corps et une âme. On va simplifier comme ça. Ton corps, il a des besoins. Il a des besoins importants. Ça va être des besoins d'équilibre la plupart du temps. Ton corps, il est génial pour t'enseigner l'équilibre. Et bien souvent, on ne comprend pas tous les besoins du corps. Donc, je vais vraiment t'énoncer quelques-uns de ces besoins capitaux pour que tu puisses mieux te représenter et te poser la question, de quels sont les besoins de ton corps que tu aurais besoin de nourrir actuellement. Ton corps, il a besoin de repos, mais pas n'importe quel repos. Un repos qualitatif et un repos qui vient d'un profond relâchement. Cette capacité à pouvoir se relâcher et se reposer va venir d'un état de ton système nerveux qui est un état de digestion et de connexion avec toi-même et le monde. Cet état, il est possible que si tu te sens en sécurité dans ta vie, en sécurité avec toi-même. Et par conséquent, ton corps animal va pouvoir relâcher la pression. Cependant, il peut y avoir certains challenges à ça. En tant que thérapeute qui travaille beaucoup sur les cas importants, des cas un petit peu désespérés, qui ont été dans plein de thérapies depuis des années et qui ont fait un énorme travail sur eux, malgré tout, il va rester des peurs et des anxiétés inconscientes qui vont affecter cet état de sérénité du système nerveux et le rendre inaccessible.
quand le corps n'est pas dans cet état de sérénité, de repos, de digestion, il va être soit dans un état de nervosité, en mode combat ou attaque, en mode survie en gros, soit il va être dans un état de déconnexion, de dissociation, et qui va être un état de léthargie et de fatigue chronique. On a besoin de sortir de notre corps les mémoires qui sont associées à des événements traumatiques. Traumatique, ça ne veut pas dire forcément des événements spectaculaires que tout le monde reconnaîtrait comme étant des violences intolérables. Ce que j'appelle une mémoire traumatique, c'est une situation qu'on a vécue où on s'est senti particulièrement vulnérable et dépossédé de nos moyens, complètement impuissant. Et ça génère une énergie traumatique en nous. Et ça peut être un tout petit moment de l'enfance, quelque chose qui s'est passé dans lequel on s'est senti profondément seul et dans lequel on n'a pas été accompagné à retrouver la confiance et à retrouver la sérénité après coup. Donc c'est comme si ce petit dossier-là, de cet épisode-là, il restait ouvert quelque part dans ton corps qui appréhende que ça puisse se repasser à nouveau. C'est important qu'on puisse sortir de ces états-là et qu'on puisse intégrer qu'aujourd'hui, tout va bien, que c'est terminé et que maintenant, on peut se détendre. Car c'est ce type de situation-là, non seulement ce n'est plus en train d'arriver, mais si on a pu reconnaître l'énergie, on peut aussi savoir où est-ce qu'on est pour pouvoir aujourd'hui gérer ce type de situation victorieusement. Si on ne sait pas encore le faire, c'est une très bonne opportunité d'apprendre à se renforcer à un endroit où peut-être on n'a jamais pu développer de la maîtrise, de la confiance. Et c'est le renforcement de notre être qui va nous apporter l'apaisement et la sérénité, parce qu'on sait que maintenant, ce type de situation, on sait gérer. Par exemple, si petit, à un moment donné, tu t'es retrouvé face à une remarque qu'on a faite sur toi, qui t'a profondément blessé, c'est possible que ça ait ancré, du coup, une croyance, une conclusion sur le fait que, par exemple, tiens, le rouge, ça ne te va pas. Et du coup, à chaque fois que tu seras poussé à devoir porter du rouge pour une raison ou une autre, tu vas ressentir de l'anxiété et tu ne pourras pas te ressourcer et te reposer tant que ce moment ne sera pas passé. Là, je t'ai donné un exemple un peu caricatural et pourtant, c'est typiquement quelque chose qui pourrait arriver, mais ça arrive à plein d'autres endroits. Et il y a beaucoup de violences ordinaires que je vois et que j'observe qui ont lieu dans notre enfance, dans l'éducation, dans les schémas familiaux qui sont dysfonctionnels, et bien souvent par manque de moyens plutôt que par volonté de nuire. Et c'est tout plein de besoins qui n'ont pas été nourris et on croit qu'en fait, on n'a pas le droit de les nourrir, ces besoins, ou que c'est impossible de pouvoir les nourrir. Et du coup, on va pas pouvoir se ressourcer pleinement. Et parmi ces besoins, il y a notamment un besoin très méconnu du corps, qui est le besoin de la régulation du stress et des émotions. On a souvent tendance à mettre les émotions comme un domaine, une dimension séparée du corps. C'est pas vraiment un phénomène corporel, c'est un phénomène psychique, c'est un truc qu'on mentalise. Et non, non les émotions, c'est dans le corps, c'est des hormones. Le stress, c'est des hormones. C'est un certain état de ton système nerveux. Du coup, bah, s'il n'est pas bien régulé, il va te maintenir dans un état de vigilance ou dans un état de dissociation avec toi-même, de déconnexion avec toi-même, à cause de ces multiples traumas et des croyances qui ont pu découler, surtout quand c'est des choses qui sont arrivées quand on est enfant, ado ou dans le transgénérationnel, quelque chose qui est arrivé avant même notre propre conscience. Donc ça, c'est une cause que je vois très couramment, évidemment, parce que c'est mon travail. Je travaille sur les traumatismes, donc c'est quelque chose que j'étudie énormément. Maintenant,
même sans forcément avoir l'impression d'être méga traumatisé ou d'avoir l'impression que tu as vraiment vécu plein de situations dans ta vie douloureuses où tu as manqué, savoir réguler son système nerveux est quand même indispensable pour vivre le ressourcement. Tu peux avoir l'impression d'avoir une vie super réussie, super en maîtrise, et pour autant ne pas avoir vraiment le sentiment de pouvoir goûter à la détente, à la relaxation. Et c'est peut-être parce que on vit aujourd'hui dans un monde qui est, pour beaucoup d'entre nous, très sédentaire, citadin, numérisé, digitalisé. Donc on est dans un monde qui est très déconnecté de la nature sauvage et du coup de notre corps sauvage. C'est un peu comme si on avait domestiqué nos corps et que par conséquent, ils se comportaient plus avec le même instinct qui pourtant est là, dormant. Et la régulation du stress, la régulation des émotions, c'est quelque chose qui peut se recouvrer. En dehors de l'aspect purement trauma, juste l'aspect apprendre à réguler ses émotions, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui fait que du coup, ton énergie dans ton corps n'est pas bloquée par des tensions qui sont plus ou moins subtiles. D'ailleurs, tu le vois en médecine traditionnelle chinoise, on travaille sur le système énergétique et il est associé à des émotions. Et très souvent, quand on fait des soins psychocorporels, des soins sur le corps, il y a vraiment des choses qui peuvent se libérer, des émotions qui vont se libérer et des prises de conscience qui vont arriver, des souvenirs, des choses. Et on va faire, wow, mais d'où ça vient tout ça? Je n'avais pas conscience. Et après, on va se sentir très calme et on va se sentir un peu vidé, mais du coup, cet espace qui était plein de contractions est à présent disponible pour que la source de la vie puisse à nouveau s'y déployer. Un autre besoin de ton corps, c'est le mouvement, c'est l'activité, le fait de utiliser ton corps, de l'utiliser dans sa force, dans sa mobilité, dans son agilité, dans sa souplesse. C'est lui permettre d'exprimer son potentiel, l'utiliser. Parce que tout ce que tu n'utilises pas finit par flétrir, comme les muscles. Si pendant longtemps tu n'utilises pas tes muscles, ils vont diminuer, ils vont s'affaiblir. Et plus ils s'affaiblissent, et plus ton quotidien peut devenir difficile. Parce que ce que tu as à faire au quotidien, en termes de mouvement, va te coûter beaucoup plus que si tu faisais une activité physique qui permet à ton corps de sentir sa puissance et de la développer. Et par conséquent, les petits gestes du quotidien deviennent beaucoup plus légers et c'est fluide. Et donc le ressourcement, c'est pas que du repos et de la relaxation. C'est aussi une dynamique, une forme de combativité saine, une capacité à pouvoir éprouver sa force, à l'utiliser, à l'employer, à lui donner un espace pour pouvoir se déchaîner. Comme quand on fait du sport, mais aussi quand on fait de la danse, de la randonnée. Et c'est pareil pour les sens. Ton corps est fait pour ressentir. Et comme on est dans un monde qui est très mental, digital, on va perdre le sens des choses. Tout est très mental, tout est très virtuel. Donc, comment revenir aussi au sens? Bah, tout simplement en mettant l'intention de les utiliser. Utilise tes sens et observe comment c'est ressourçant. Comment le fait de te demander, tiens, comment est-ce que je pourrais décrire cette odeur que je perçois? Comment je peux faire l'expérience du son que j'écoute? Comment est-ce que je peux m'imprégner de la texture de ce vêtement que je touche? Et naturellement, tu vas observer qu'en faisant ça, tu reviens dans l'instant présent, tu te connectes avec le monde et c'est un état au niveau de ton système nerveux de connexion, donc c'est l'état de repos.
C'est l'état de relaxation, c'est l'état de présence. Si tu es en présence dans ton corps, tu vas très vite sentir ses besoins physiologiques. Quand il a soif, quand il a faim, quand il a plus faim, quand il a assez mangé, quand il a assez bu, quand il a besoin de repos, de sommeil, quand il a besoin de calme, après beaucoup d'émotions ou beaucoup de temps passé dans la tête, quand il a besoin de juste du vide, du rien. Tu vas sentir quand il a besoin de bouger. Et tu vas sentir ce que ça fait après avoir bougé. Donc voici une source importante de ressourcement pour toi. Et si tu veux, tu peux poser à présent le podcast et te demander, par rapport à ce que tu viens d'entendre, quelle serait la petite action que tu pourrais faire pour te sentir plus ressourcé dans ton corps. Qu'est-ce que tu pourrais t'offrir comme expérience, comme habitude nouvelle, un petit truc, petit pas à la fois, qui te permettrait de te sentir plus présente dans ton corps. Est-ce que c'est plutôt du mouvement? Est-ce que c'est plutôt de la relaxation? Est-ce que c'est l'utilisation des sens? Est-ce que c'est appréhender cette notion de système nerveux et apprendre à réguler tes émotions et ton stress pour retrouver un état de confiance et d'apaisement naturel? Est-ce que c'est est-ce que c'est aller faire un travail de repérage et de résolution des traumas? Ton corps, c'est le premier terrain sur lequel tu prends ta place dans ce monde. C'est le premier espace d'où l'affirmation de toi, l'expression de toi peut émerger. Mais tu n'es pas que ton corps. Il y a quelque chose qu'on pourra appeler l'âme ici. Et je vais te dire ce que c'est pour moi l'âme pour que tu puisses comprendre et que tu saches que tu n'as pas besoin de croire en telle ou telle religion ou spiritualité pour pouvoir bénéficier de ce que je vais te dire juste après. Au contraire, je vais te parler d'une définition pour moi de l'âme que même quelqu'un qui est complètement athée pourrait comprendre et pourrait s'approprier le concept. Pour moi, l'âme, c'est ce qui t'anime dans la vie. Et quand tu es aligné avec ton âme, tu te sens à ta place. Ton âme, c'est la partie de toi qui a envie de savourer la vie d'une certaine manière. Les besoins de ton âme sont liés au fait de te réaliser, de croître, de grandir d'une manière qui te correspond, d'explorer les potentiels, d'explorer les possibles, de réaliser certains projets, accomplir certaines choses dans ta vie, que ce soit dans le perso, le pro, vis-à-vis de toi-même. Ton âme, c'est aussi la part de toi qui a envie de contribuer pour plus grand que toi. Que ce soit pour tes proches, ta famille, pour des clients, des clientes, pour des associés, des partenaires, pour un certain type de population, sur un certain type de cause. Ton âme, ça parle de tes valeurs, ça parle de ta sensibilité, ça parle de ces intérêts pour lesquels tu es motivé, profondément motivé. C'est ces choses pour lesquelles tu es prêt à te lever tôt le matin, tellement tu es enthousiaste de t'y rendre, de les réaliser. Donc on peut appeler ça l'âme, certains appellent ça la personnalité, certains appellent ça les aspirations. C'est ce qui t'anime. C'est ce qui fait que tu n'es pas juste un morceau de viande que tu fais grossir et que tu fais dormir. C'est que tu es un être qui crée un effet dans le monde.
Et si j'utilise la métaphore de la plante, bon bah, la plante, elle a des besoins qui font qu'elle se développe. Mais pourquoi est-ce que la plante se développe? Pourquoi est-ce qu'elle continue de croître encore et encore? Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, quoi. Elle pourrait très bien s'arrêter et se dire, bon, ça y est, je suis assez grande, ça me suffit maintenant. Mais la plante, c'est une très belle métaphore pour l'âme. Tant que tu la nourris, elle peut croître à l'infini. Tant que l'environnement lui permet, elle continue de grandir, saison après saison, année après année. C'est cette part de toi qui a un goût d'illimité. Et c'est pour ça que des fois, elle rentre en conflit avec les besoins du corps, qui lui est limité. Et qu'on a besoin de se rejoindre pour se ressourcer entre les besoins de l'âme et les besoins du corps, pour permettre au corps de se développer, pour soutenir les projets de l'âme et permettre à l'âme de se réaliser, de faire que toi, tu te réalises, et tout en étant suffisamment bien dans ton corps pour pouvoir profiter de l'aventure du voyage. Donc, ce que tu peux te demander maintenant, c'est qu'est-ce que ton âme veut? Quels sont ses projets, ses aspirations, ses rêves, ses visions que tu as qui t'appellent? Cette idée que tu as, que si c'était possible, mais ça te referait ta vie, quoi. Souvent, on a tellement peur de la dimension si grande et absolue de notre âme que du coup, on ne s'autorise pas à poursuivre son élan, à répondre à son appel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de là, tout de suite, matérialiser le rêve tel quel. Il va y avoir tout un ensemble d'étapes et de chemins. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu es aligné avec ton âme, quand tu es sur les rails du projet qui t'inspire, que ce soit encore une fois un projet perso, un projet pro, un projet avec des proches, un projet de vie, de lifestyle, un projet perso par rapport à toi-même, juste de toi à toi, peu importe. Ça peut être un projet aussi de, de contribution associatif, artistique, ceux qui t'appellent. Et quand tu es sur les rails de ceux qui t'appellent, tu es nourri, même si tu n'as pas encore atteint le résultat. C'est juste le fait d'être en chemin te nourrit et te ressource. Le fait de te lever le matin et de te dire, dans ma journée, je vais avoir un moment qui est consacré à avancer sur cette chose qui me fait vibrer. Et ça t'apporte du ressourcement. Si tu n'as pas ça, tes journées, c'est juste une liste de tâches à faire et un manque de sens cruel. Et j'ai l'impression que on vit à une époque où de moins en moins de personnes acceptent ce manque de sens. Il y a de plus en plus de dépression, de burn-out. Déjà parce que le corps, certains de ses besoins n'est pas nourri, ça on est d'accord, mais aussi parce que je crois qu'on a de plus en plus conscience de nous-mêmes et du coup de nos contradictions, mais aussi de nos besoins, de nos valeurs. Et, et du coup, on aspire à se réaliser. Et on a une liberté aujourd'hui qui est beaucoup plus grande, mais on a besoin de la prendre. Et c'est très courageux de le faire. Si tu crois que
Suivre ses rêves, c'est quelque chose qui est simple et que juste toi, t'es nul parce que tu le fais pas. Non, je te rassure, la plupart des gens, la grande majorité, sont paniqués à l'idée de suivre leurs rêves. Ils savent pas si ça va marcher ou pas. Ils savent pas si au final ça va leur plaire autant qu'ils en ont l'impression. Ils savent pas si ça vaut la peine de faire tous les sacrifices de confort, de lâcher certains niveaux de sécurité, certains niveaux de familiarité pour se lancer dans ce truc-là. Ils savent pas. Mais si tu testes pas, tu ne sauras jamais. Et, et la satisfaction que ça t'apporte de suivre cet élan vaut souvent le coup en soi. Donc, quel est ce rêve? Quelle est cette vision, ce projet vibrant qui t'inspire? Prends un instant pour simplement clarifier ça. Et juste après, je vais te donner aussi des clés qui probablement te donneront plus confiance pour aller dans la direction d'avancer dans ce projet. Donc là, on a vu comment est-ce que tu peux te ressourcer toi. Ça passe par nourrir les besoins de ton corps et ça passe par le fait de nourrir les besoins de ton âme et suivre l'appel de ces projets qui t'inspirent. Maintenant, il y a une autre dimension du ressourcement qui est dans le rapport à l'autre. Je vois beaucoup de personnes dans le milieu du développement personnel, et ça a été mon cas moi aussi, qui, à partir du moment où ils ont pris conscience de leurs besoins et également de leurs valeurs, de leurs aspirations, et qui se mettent à œuvrer pour ça, dans cette direction, il y a un décalage qui se fait avec l'entourage. Tout d'un coup, les amis, la famille comprennent pas forcément ce qui se passe, arrivent pas forcément à nous suivre. Et quand bien même il y a de l'amour, quand bien même il y a des encouragements, beaucoup d'entre eux sont généralement juste témoins, spectateurs de nos avancées. Or, pour se sentir ressourcé, de prendre cette place, de se réaliser dans nos projets, on a aussi besoin d'avoir un entourage qui œuvre en accord avec nos valeurs, qui accomplissent des projets qui sont similaires aux nôtres, des personnes avec qui on peut partager l'aventure, on peut partager les conseils, on peut partager les expériences, les apprentissages, les erreurs, on peut recevoir du soutien. On peut vraiment célébrer parce que ces personnes-là peuvent comprendre la profondeur des sacrifices que tu fais. Ils peuvent comprendre tes ambitions. Ils peuvent saluer tous tes efforts à la mesure que tu les fais. Et que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre parce que simplement, ils sont loin de ces activités-là. Ils sont loin de ces valeurs-là et de ces réalités-là. Nourrir les besoins de ton corps, si je te prends juste un exemple sur ça, imagine tu es fumeur, fumeuse, et tu veux arrêter de fumer. Parce que pour ton corps, tu sais que c'est pas bon. Et c'est de moins en moins aligné avec tes valeurs, tu as vraiment envie de te débarrasser de ça. Mais si ton entourage fume, quand bien même ils savent aussi que c'est pas bien, ils se disent oui, non mais t'as raison, c'est trop cool que t'arrêtes et tout ça, génial, ça va être extrêmement difficile d'arrêter. Et tu pourras pas célébrer avec eux de la même manière toute cette détox que tu es en train de vivre et tous ces bénéfices que tu es en train de recouvrer. Tu risques de te sentir super seul. Et il y a un problème à ça, c'est que ton corps est un animal social.
Ton corps a besoin d'appartenir à un groupe et de faire culture avec un groupe. Et si tu te dissocies trop du groupe que tu connais et qu'à côté, tu n'en as pas d'autres qui te ressourcent, avec qui tu peux partager tes valeurs, il y a des grandes chances que sur la durée, tu n'aies pas l'élan, l'énergie de maintenir le cap dans la direction de ce qui pourtant te nourrit et te fait vraiment du bien, corps et âme. Ton environnement a un impact considérable sur toi. Donc c'est important que tu partages des expériences, des conversations, des moments avec des personnes qui ont également envie de nourrir leurs besoins physiques, comme toi tu le fais. Ça peut être en faisant du sport ensemble, par exemple, ou simplement juste être entouré de sportifs. Si on reprend l'exemple des non-fumeurs, juste être entouré de personnes non-fumeuses, ça va être tellement plus simple de ne pas fumer. Si tu es entouré de fumeurs et que tu ne fumes pas, mais ça va être épuisant de lutter contre le courant de la tendance sociale. Donc, trouve des courants qui vont dans la direction que tu veux. Mets l'intention et cherche activement et prends les opportunités qui se présentent, chéris ces liens. Et tu verras que dans ces espaces-là, du coup, ses amis, ses partenaires, ses clients ne seront pas juste des spectateurs de ce que tu apportes ou de ce que tu vis, mais ils seront aussi des contributeurs. Ils vont aussi t'amener des choses, ils vont aussi t'enrichir, toi. Et je crois fondamentalement que, y compris pour les besoins de ton âme, c'est très très rare que tu contribues juste pour toi-même. Tu vas contribuer pour des gens. Et si tu as déjà un peu d'expérience là-dessus, tu sauras à quel point c'est quelque chose qui te nourrit et te fait grandir, le fait de pouvoir contribuer pour l'autre et de voir l'autre recevoir ce que toi, tu as apporté. Ça te forge aussi d'une certaine manière. C'est pas comme si tu apportais quelque chose de très précieux à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Par exemple, moi, dans mon travail, j'ai développé beaucoup de connaissances autour du fonctionnement humain, du bien-être, du développement personnel. Et je peux partager ça avec des personnes de ma famille, par exemple, mais si ils se sentent pas concernés, ils peuvent juste être spectateurs et se dire, OK, c'est cool ce que tu dis, génial. Et puis après, on va passer à autre chose parce que juste, ils peuvent pas mettre du bois dans mon feu. Et évidemment, tu as besoin de pouvoir être autonome et d'amener du bois dans ton propre feu. C'est important. Et beaucoup de ce que je vais transmettre dans ce podcast parle de l'autonomie, que ce soit affective, mais aussi en termes de réalisation personnelle. C'est important de pouvoir t'apporter. Mais à un moment donné, c'est aussi pour que tu puisses exister dans le monde et être dans le partage et dans l'échange. Et le but n'est pas de t'isoler et de tout faire toute seule. Tu as aussi besoin de t'entourer de manière intelligente, consciente et alignée. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec des personnes avec qui tu ne peux pas forcément te sentir pleinement ressourcé. C'est juste trouver la bonne mesure, s'organiser dans les bonnes proportions pour que majoritairement, si tu veux te sentir bien ressourcé, mais majoritairement être entouré de personnes qui vont pouvoir apprécier qui tu es, apprécier ce que tu as apporté. Et quand ils le reçoivent, ils sont dans une action proactive. Ils ne sont pas juste témoins de ta valeur, ils sont en train de activement recevoir ta valeur, se l'approprier, utiliser ce que tu as créé pour eux. Et il y a un échange. Des fois, c'est même, vous allez collaborer ensemble, vous allez avancer ensemble dans des projets collectifs, construire ensemble. Et ça, c'est très ressourçant aussi. Et ça me paraît capital de le prendre en compte. Pour ça, pour identifier quelles sont les personnes avec qui tu peux vivre cette aventure de réalisation personnelle et de prendre soin de toi et avec qui tu peux te ressourcer, ça va être important pour toi d'identifier, du coup, quelles sont les valeurs et les profils avec qui je pourrais partager ça.
Et pour ça, c'est un des trucs qui pourrait être très simple, parce que des fois, juste poser cette question-là en positif, ça aide pas. Donc, on pourrait poser la question en négatif et dire, OK, prends toutes les personnes avec qui tu te sens vidé énergétiquement après. Qui sont ces personnes avec qui tu es en lien et, et où tu te sens fatigué après avoir interagi avec eux, après avoir passé un moment avec eux. Et maintenant, demande-toi, mais qu'est-ce qui fait que je me sens fatiguée? Qu'est-ce qui génère cette fatigue chez moi? Qu'est-ce qu'ils font ou ne font pas qui fait qu'après je me sens vidée? Et moi, qu'est-ce que je peux pas faire avec eux qui fait que ça me manque dans la relation? Et en répondant à ces questions, tu auras probablement, du coup, plus de clarté sur qu'est-ce que tu cherches à vivre avec les gens. Et de trouver des gens qui sont très enthousiastes à l'idée de vivre ça, des personnes qui sont ressourcées elles aussi pour vivre ça. Par exemple, la valeur empouvoirment est très importante chez moi. C'est très difficile pour moi de m'asseoir et passer du temps avec des personnes qui se plaignent beaucoup, qui critiquent beaucoup. Ça me coûte, ça me draine énormément. Passer du temps avec des personnes qui reconnaissent la valeur et les efforts des autres, qui encouragent les gens, qui eux-mêmes se mettent dans une posture de responsabilité et face à un problème, ils se disent OK, comment est-ce que je peux apprendre de ça? C'est quoi l'opportunité derrière? Comment est-ce que je peux me renforcer? Comment est-ce que je peux gagner en sagesse? Comment est-ce que je peux reconnaître aussi des limites et reconnaître là où l'autre peut m'apporter? Dans cette dynamique-là, d'empouvoirment, dans cette dynamique de responsabilité, de valorisation de l'humain, waouh, moi je me sens méga ressourcée. Après ça, j'ai la pêche. Rien que d'en parler, si tu me vois sur YouTube, là, ça m'a redonné l'énergie. Parce que moi, j'aime être comme ça, mais quand je le partage avec d'autres, ça amplifie, ça multiplie. Donc, identifie quelles sont pour toi ces qualités et ces dynamiques que tu recherches chez les autres. Et tu peux poser le podcast quelques instants, et juste après, on parlera d'un autre point fondamental, un peu vertigineux, mais magnifique, qui permettra de clôturer cette réflexion ensemble. Donc jusqu'à présent, tu as défini un besoin prioritaire qui va te permettre de ressourcer ton corps, un projet qui t'inspire pour vraiment ressourcer ton âme, ou te laisser ressourcer par ton âme. Ensuite, tu as identifié aussi un profil de personne avec qui tu te sentirais ressourcé et avec qui tu pourrais du coup partager certaines de tes valeurs, voire certains de tes projets. Maintenant, on va dézoomer encore plus et on va parler du milieu. Le milieu dans lequel on évolue et celui dont on vient. Si je reprends la métaphore de la plante, tu peux lui apporter ce dont elle a besoin, dans le respect de sa nature, de son essence, qui va faire qu'elle peut se développer. Mais si elle est dans le bon milieu, ça va être beaucoup plus simple pour elle d'obtenir toutes les ressources dont elle a besoin. Et il y a même certains milieux qui sont complètement inadaptés pour certaines plantes. Par exemple, un sapin. Le sapin, il va très bien survivre et même prospérer dans des environnements qui sont très très froids. Mais si tu le fous dans un désert, il n'aura pas une très bonne mine. Et ça va être compliqué pour lui d'obtenir ce dont il a besoin. Par conséquent, tu ne peux pas espérer mettre une graine de sapin dans le désert et te dire, bon, ça va, si je l'arrose un peu comme il faut et tout ça,
et que je lui mets un peu d'ombre parce qu'il fait super chaud, peut-être que ça va aller, ça va passer. Non. Et c'est pareil pour toi. Admettons que tu veuilles danser pour pouvoir amener le mouvement dans ton corps et nourrir ce besoin physiologique. Mais que tu es dans un 2 mètres carrés. Bon, bah, tu vas être super limité dans ta danse. Et les bénéfices de la danse vont être beaucoup plus réduits que si tu avais, je sais pas, 30 mètres carrés pour pouvoir danser. Imagine tous les mouvements que tu peux pas faire quand tu es dans du 2 mètres carrés. Imagine tu veux danser dans un ascenseur. C'est pas le plus adapté, c'est pas le bon milieu. Tu pourrais, hein, tu pourrais faire preuve de créativité, tout ça, mais pourquoi se compliquer la vie quand on peut trouver mieux? Là, je te dis pas de d'avoir 100 kilomètres carrés pour danser librement partout, courir et tout ça. Là, je parle vraiment juste de danser normalement, une scène, 30 mètres carrés, ou 40, ou un parc, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Ce qui est important, c'est pas de nourrir le besoin à la perfection, c'est le fait de le nourrir assez. Ça, c'est vraiment important et je vais faire une petite digression là, juste sur ce point, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans les accompagnements que je fais qui ont tellement manqué de certaines choses au niveau de leurs besoins, qui du coup, par compensation, ont développé un espèce de fantasme d'un absolu qui viendrait répondre parfaitement à leurs besoins de manière absolue. Et comme cet absolu ne se présente jamais parce qu'il n'existe pas, bah, du coup, il reste dans l'inconfort et le manque plutôt que de trouver quelque chose qui est juste un peu plus nourrissant, mais suffisamment pour qu'il puisse se sentir ressourcé. Il y a comme une croyance que tellement j'ai mal, il faut absolument que je puisse me remplir, quoi. Et c'est un peu comme tu as super, super, super faim et tu rentres dans un buffet à volonté et tu prends 4 assiettes. Mais c'est pas durable, là, la situation, en fait. Déjà, il y a grande chance qu'au bout de 2 assiettes, t'en puisses plus. Et de l'autre côté, c'est possible que, en fait, t'aies même trop mangé et au final, ça te fatigue plus qu'autre chose. On ne peut pas fonctionner sur cette vision-là des choses, cette vision d'absolu. Mais souvent, cette vision d'absolu, elle est née de grands, grands manques qu'on a stabilisés dans le corps, auxquels on s'est conditionné et habitué. Et on a l'impression que pour sortir de ça, il faudrait des trucs spectaculaires. Donc on recherche des choses sensationnelles, on recherche des expériences incroyables, inoubliables, alors qu'en fait, si tu régules ton système nerveux, tu te libères des traumas, que tu reconditionnes ton cerveau, ton mental de manière plus alignée, équilibrée, pour pouvoir te sentir bien et ressourcé, justement, il te suffit juste de la bonne dose, et ça suffit. Juste la bonne dose, des bons nutriments, des bons aliments, et ça suffit. Du coup, c'est pareil pour le milieu. Et pour tout ce que je dis dans ce podcast et dans l'absolu, dans la vie, c'est important de trouver le bon équilibre, la bonne justesse et d'être à l'écoute de cette justesse-là. Sortir des extrêmes. Je ferme la parenthèse et maintenant je reviens à cette notion de milieu. Le milieu qui nous forge, c'est quoi? On a vu le milieu physique. C'est important que bah, tu puisses avoir un minimum de cohérence entre tes besoins physiologiques et l'environnement physique dans lequel tu vis. C'est normal, par exemple, si tu te sens mal, si tu respires l'air à côté d'une usine tous les jours. Et parfois, avoir conscience de tes besoins et avoir conscience de l'importance de les nourrir te pousse à aussi prendre des décisions importantes, de quitter certains milieux qui, en fait, malgré tous les efforts que tu feras, même si tu fais de la course pour vraiment travailler sur ta respiration, ta cardio, mais si tu cours à côté d'une usine qui renvoie plein de déchets dans l'air, mais tu vas te sentir mal quand même, malgré tous tes efforts.
Et même si vous êtes plusieurs à courir à côté de cette usine avec des gens qui ont la même valeur que toi, vous allez tous vous sentir mal aussi, vous ne savez pas vous ressourcer. Donc c'est important de pouvoir aller dans des milieux qui soient adaptés. Milieu physique, hein, matériel, ok. Là encore, tu n'as pas besoin de partir dans un endroit complètement 100% naturel, où il n'y aurait pas de ville, pas de pollution, machin. Trouve un bon équilibre, juste suffisamment nourrissant pour toi. Mais on a aussi tout un milieu psychologique, un milieu de conditionnement mental. Et ce milieu-là, il est invisible et pourtant, il est à la source de beaucoup, beaucoup de choses qui existent de manière très concrète. Si je prends un exemple qui est très connu, qui est celui des différences entre les classes sociales. Bon, bah, si tu es dans une classe sociale qui économiquement est puissante, il y a un narratif au sein de ce milieu qui est cohérent et qui consiste à dire, par exemple, que c'est normal d'avoir beaucoup d'argent, que c'est facile de faire de l'argent, que c'est plaisant, agréable, utile d'avoir de l'argent, que c'est fluide d'obtenir de l'argent, que gérer de l'argent, bah ouais, ça s'apprend et ça se transmet. Avoir des contacts dans les milieux financiers, c'est normal. Mais si tu nais dans un milieu et tu côtoies un milieu qui est économiquement faible, tu auras peut-être plus un narratif collectif qui est de l'ordre de c'est difficile de gagner sa vie. L'argent ne fait pas le bonheur. De toute façon, les riches, c'est tous des connards. Vouloir de l'argent, c'est être forcément avide. On ne peut pas être riche et altruiste. Et du coup, en fait, ces narratifs-là vont énormément conditionner ce que tu crois possible et pas possible. Et si jamais ce que tu veux réaliser, les projets qui t'inspirent, ou simplement le niveau de bien-être corporel que tu veux, si dans ces milieux-là, le narratif contredit ton projet, il y a des grandes chances que tu ne parviennes pas à prospérer et à avancer dans ton projet. Et la manière dont ça va se traduire, c'est que quand toi, tu vas parler de tes projets, bah, il va y avoir plein de croyances limitantes qui vont être projetées dessus, en mode, non, mais ça, tu peux pas y arriver. Non, mais attends, c'est dangereux, là, ce que tu veux faire. Non, mais attends, c'est pas sérieux, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu veux faire ça, mais attends, mais t'as pas du tout les qualifications. Alors que si tu vas dans un milieu pour qui c'est la norme de pouvoir faire ça, que le projet que tu veux accomplir est la norme, ils vont juste te dire, ah bah super, du coup, t'as pensé à ça, à ça, à ça? Oui, non, ok, trop bien. Euh, Est-ce que tu veux un contact? Est-ce que tu veux savoir comment moi j'ai fait? Tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. On ne se rend pas compte à quel point le narratif est quelque chose qui nous structure psychiquement. Et donc ça, c'est aussi important d'y prêter attention. De prêter attention au narratif qu'il y a à l'intérieur de toi, car souvent tu vas avoir des héritages de ta famille, de ton éducation, des choses transgénérationnelles, des choses qui sont liées à ton milieu social, à ton milieu culturel, des choses associées à l'histoire de ta famille, à ton sexe, qui peut être associé à ta couleur de peau, qui peut être associé à ta taille, ça peut être associé à tout un ensemble de choses. Tu n'as pas idée qu'il y a des narratifs sur absolument tout et n'importe quoi. Et c'est un ensemble de juste de croyances qu'on pense vraies et qui sont pas forcément fausses à 100%, mais qui juste délimitent un espace. Et si cet espace, tu peux évoluer dedans et te développer dedans de manière constructive et fluide, c'est cool. Mais si cet espace, il t'empêche de te réaliser, de t'épanouir, là, c'est très important de changer ce milieu. Donc, le milieu intérieur, le changer, le transformer, le reprogrammer. Et de l'autre côté, je t'ai parlé aussi des émotions, c'est aussi un terrain intérieur. T'as si tu veux vivre de la confiance en toi,
mais que tout le monde autour de toi est anxieux, ça va être très difficile d'être confiant. Et là, je te parle de milieux, donc on va dézoomer encore. Il y a des environnements, par exemple des environnements de travail qui vont être très, très, très stressants. Bah, est-ce que ça vaut pas le coup de changer de travail si jamais vraiment, toi, pour toi, c'est super, super important d'être ressourcé dans le calme, d'être entouré de gens qui sont euh, détendus? Il y a des milieux sociaux où, par exemple, fumer des cigarettes, c'est hyper courant, c'est limite la norme, tout le monde fait ça. Si tu fais pas ça, tu perds des contacts. Et ça te déconnecte de l'environnement. Bon, bah, il y a d'autres endroits où, au contraire, fumer, les gens, ils sont un peu, ah ouais, pas forcément super, tiens. Et du coup, bah, c'est peut-être bien pour toi, si justement toi tu veux arrêter de fumer, de te dire, ah ouais, dans cet environnement-là, personne fume, c'est génial. Et il y a d'autres choses qui sont associées à ce comportement de pas fumer. Il y a peut-être le fait de manger sain, il y a peut-être le fait d'avoir des pratiques justement qui t'aident à nourrir tes besoins physiques et les besoins de ton âme. Il y a peut-être des contacts super intéressants de personnes qui partagent tes valeurs. Il y a peut-être des lieux qu'ils habitent, qu'ils connaissent, auxquels tu vas pouvoir aller, dans lesquels tu vas pouvoir faire tes projets. Donc le milieu, c'est tout cet ensemble d'espaces et de dynamiques qui produisent en permanence un discours, un narratif, et qui en même temps créent des réalités qu'on va pouvoir expérimenter. Et souvent, je dis, c'est comme s'il y avait des mondes en parallèle qui coexistent ensemble, quoi. Je me souviens quand j'ai découvert pour la première fois tout un milieu autour du développement personnel, du bien-être et de la spiritualité en France. Je ne savais pas que ça existait. Je n'avais jamais fréquenté de thérapeutes alternatifs. J'avais seulement vu dans des livres et des vidéos sur YouTube des personnes qui en parlaient. Et déjà, je me souviens à l'époque, quand j'ai vu des vidéos, je me suis dit, waouh, ça en France? Parce que moi, je viens d'une culture à moitié chinoise et dans la culture chinoise, c'est normal de parler de qi, d'énergie de vie, de la médecine traditionnelle chinoise. Ok, il y a plein de trucs comme ça. Puis même dans la culture spirituelle, ma famille s'est mise au bouddhisme quand j'avais 9 ans, et du coup, il y a tout un truc autour du bouddhisme, de la philosophie en Chine qui est vachement connecté aussi à des notions spirituelles. En France, j'avais pas trop conscience qu'il y avait autre chose de possible que, par exemple, la culture catholique. Donc, du coup, là, je vois des blancs français qui parlent de trucs énergétiques, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? What, sérieux? Mais en France aussi. Et je me souviens quand je me suis rendue pour la première fois au Salon Zen à Paris, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et je sais pas si tu as vu le premier film Harry Potter, le moment où il est avec Hagrid dans une espèce de taverne et, et où du coup il y a un code secret à faire pour ouvrir le mur. Et derrière, il y a la ruelle des sorciers, avec tous les magasins de sorciers et plein de gens qui sont là en train de faire les courses normales. Et, et qui sont pleins voilà, il y a des trucs magiques qui se passent. Et Harry, il arrive et il est en mode, wow, what? Dans quel monde est-ce que je suis? Et, et c'est tout ce truc de, mais je n'avais aucune idée que ça existait. Et ben, je suis arrivée au Salon Zen de Paris comme ça. Je suis arrivée dans cet espace d'exposition et je suis descendue et j'ai vu tous les stands de trucs chamaniques, plantes, plantes pour la santé, bols tibétains, des gens qui font du mentalisme. J'étais là, mais qu'est-ce qui... Waouh! Sérieux? Et, et ça m'a beaucoup nourri. C'est un milieu qui m'a beaucoup apporté à un moment donné, avec lequel je suis maintenant un peu plus distante que c'était le cas il y a quelques années. Mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de ressources que ce milieu-là m'a apporté. Tout un ensemble de rites, tout un ensemble de narratifs, tout un ensemble de visions du monde, d'habitudes, de, de compréhension des choses, de vision des choses, toute une culture, mais aussi toute une économie autour de ça, tout un ensemble de services, de produits et des lieux, des projets,
des micro-entrepreneurs, des entreprises, il y avait tout. Donc, je t'invite vraiment à identifier de quel milieu est-ce que tu as besoin pour avancer, à la fois sur tes besoins physiques, corporels, mais aussi sur ces aspirations d'âme, ces choses qui te font vibrer, qui font du sens à ta vie. Avec qui est-ce que tu pourrais partager ça et dans quel milieu est-ce qu'on trouve ce type de personnes? Et le milieu en lui-même sera tellement riche que c'est pas juste des personnes, mais c'est, comme je te viens de te le dire, tout un ensemble de dynamiques, d'espaces et de production de valeur qui seront disponibles. Donc tu peux mettre le podcast sur pause et te demander juste à quoi ça ressemblerait ce milieu. Peut-être que tu sais pas tout de suite là où est-ce qu'il se trouve, s'il existe, mais déjà, à quoi il ressemblerait ce milieu? Imagine, ressens, et on se retrouve juste après pour clôturer ce podcast avec une dernière question qui va probablement te laisser à réfléchir et à méditer. Ok, bravo. Donc jusqu'ici, tu as identifié un besoin physiologique à nourrir en priorité. Tu as identifié aussi un projet qui te fait vibrer. Tu as identifié des personnes avec qui vivre ça et du coup pouvoir te sentir ressourcé par leur présence. Tu as également identifié ou commencé à dessiner les traits d'un milieu dans lequel tu pourrais rencontrer ces personnes inspirantes et te déployer, toi et tes projets. Un milieu qui serait suffisamment ressourçant pour te soutenir dans tes aspirations. À présent, je sais que j'ai dit que trouver un milieu qui était suffisamment nourrissant, c'était assez, mais j'aimerais te laisser avec une réflexion. Si jamais, dans les milieux que tu trouves, il manque quand même quelque chose, que plus tu te nourris, plus tu te déploies et plus à un moment donné, tu as besoin de plus, prendre plus de place. Un peu comme une plante en pot, quand elle a bien grandi, au bout d'un moment, tu dois changer le pot, quoi. Il faut que le pot devienne plus grand pour qu'elle puisse continuer de vivre, sinon elle dépérit. Donc si à un moment donné, tu es dans le milieu, ça te nourrit, ok, mais toi, tu grandis, il y a besoin de plus. Et si notre rôle, c'était pas de co-créer notre milieu? Et si, en tant qu'individu, qui, à un moment donné, rencontrons une limite en termes de satisfaction par rapport au monde dans lequel on évolue, et si notre rôle, c'était pas d'apporter quelque chose qui n'est pas encore présent dans ce monde, ou quelque chose qui manque et qu'on aimerait amplifier, ou de réduire quelque chose qui est en trop et qui pourrait être réduit. On dit ce n'est pas un signe de santé que d'être adapté à un monde malade. Et si on était là pour harmoniser le monde, chacun à notre échelle, dans le respect de la liberté de chacun. Mais si on prenait juste un instant pour réaliser que l'être humain est un être qui est extrêmement doué dans sa capacité à transformer les milieux où il habite, à être un grand créateur, dans le concret comme dans l'imaginaire, un producteur de narratifs et un producteur de valeurs et de résultats dans ce monde. Et si, pour pouvoir te ressourcer
durablement, avec des personnes qui partagent une vision cohérente avec toi, au sein d'un milieu qui a déjà les ressources pour vous faire avancer. Et si vous aviez quelque chose à apporter à ce milieu? Et si vous étiez voué à créer un nouveau milieu, où chacun qui partage la même aspiration et les mêmes besoins que toi puisse être nourri à la hauteur de leurs véritables besoins? J'aime à croire que notre existence influence le monde autour de nous, à notre humble échelle et en même temps de manière considérable. Que ce soit aujourd'hui ou dans ce qu'on laisse à travers nos créations, l'éducation qu'on donne à nos enfants, les partages qu'on fait autour de nous. Notre milieu s'informe de nous autant qu'on est informé par lui. Et si on prenait notre pouvoir à cet endroit et qu'on décidait d'assumer la responsabilité de ce grand pouvoir? Sur ce, Bellam, je te laisse méditer sur ça et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Prends bien soin de toi.